Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers internautes, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur notre plateforme Lumière Islamique de l'Institution Islamique Sociale à Dakar. Comme vous avez pu le constater, sur notre plateforme, nous abordons plusieurs thèmes, des thèmes liés au corps humain, au bien-être et beaucoup d'autres sujets. Parmi ces sujets, nous avons l'obligation et le devoir d'évoquer le sujet de la drogue chez les adolescents, les causes, les conséquences et les solutions liées à ceci. La drogue, cette substance qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, sensations, perceptions, humeur, sentiments, motricité, etc., ou qui aussi modifie les états de conscience. Le trafic et l'usage des drogues sont les formes les plus préoccupantes de la criminalité dans le monde. De nos jours, beaucoup de personnes, et surtout les jeunes, se donnent à la consommation de cette drogue et sont victimes de plusieurs maladies, d'accidents, de traumatismes, etc. Aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter notre grand frère et ami que tout le monde connaît bien, le professeur Jirou Ibrahima, psychologue, cognitiviste et chercheur. Professeur, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Professeur Jirou répondra à toutes nos questions et nous éclaircira sur ce thème qui aujourd'hui touche toutes nos familles et surtout nos enfants, les jeunes. Bonjour docteur. Bonjour, alaykoum salam, madame Hajamal. Aujourd'hui, nous nous demandons tous pourquoi ou quelle serait la cause d'être tenté par la drogue, du côté social, comme familial, comme chez les adolescents. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Merci à vous pour cette invitation. Merci. Merci également à l'ensemble de nos internautes qui nous suivent sur la plateforme de la Lumière Islamique qui aborde, comme vous l'avez dit, vraiment beaucoup de sujets qui aident la société, qui aident les parents à avoir confiance, qui aident les parents également à pouvoir éduquer les enfants en étant dans la sérénité. La sérénité est ce qui aide les parents à ne pas se presser, à ne pas angoisser, à ne pas avoir peur et à avoir, vous voyez, l'attitude qu'il faut pour savoir est-ce que les questions de l'enfant sont les questions qui sont posées aux parents ou est-ce que c'est des questions que l'enfant se pose lui-même. Donc du coup, la sérénité, c'est quelque chose qui va être déterminant pour que les parents puissent véritablement aider les enfants à construire la trajectoire. Où est-ce que je vais aller dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? C'est la sérénité qui va aider les parents à vraiment savoir comment éduquer les enfants de manière générale. Et on voit que ce sujet que vous apportez, le sujet de la drogue, est devenu un fléau. C'est un véritable fléau. Et on se demande comment est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau d'aggravation de la situation dans nos pays de manière générale. Qu'est-ce qui fait que la drogue s'invite dans la maison? Comment est-ce que les adolescents se laissent attirer par la drogue? Comment est-ce que nos États n'arrivent pas à freiner tous ces fléaux-là? Quelles sont les conséquences? Si vous voyez, vous avez dans votre question les différents niveaux. D'abord l'adolescent. Qu'est-ce qu'il y a dans la drogue qui fait le lien, qui peut attirer véritablement les adolescents? Pourquoi est-ce que les adolescents ne sont pas prémunis, ne sont pas préparés, n'arrivent pas toujours à dire non à la drogue? C'est un véritable questionnement qu'il peut se poser et on trouve des éléments de réponse dans la personnalité de l'adolescent. Parce qu'en réalité, on sait que l'adolescence, comme on le dit, c'est une sorte de seconde naissance. L'adolescence, c'est une seconde naissance. C'est-à-dire que de la même façon que quand l'enfant naît, il découvre le monde, il n'y a pas de limite. Il veut toucher à tout à la naissance, il veut tout explorer. C'est les parents qui font la part des choses pour dire non, ça tu peux, ça tu ne peux pas. Même si Ruhollah Khomeini avait dit à l'époque, laisse ton enfant toucher à tout, mais s'il se blesse, c'est ta faute. Ça veut dire, enlève tout ce qui blesse là où trouve ton enfant, de sorte que tu n'es pas à lui dire ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Parce que s'il y a trop d'interdictions, ce n'est pas bon pour le développement psychologique de l'enfant. Si vous arrivez à l'adolescence et que du coup c'est une seconde naissance, on a à nouveau le besoin de tout découvrir. C'est vrai. C'est une nouvelle naissance.
le besoin de tout découvrir, le besoin de tenter des choses, beaucoup d'expériences, la drogue, les nouvelles amitiés, le sexe. Vous voyez, il y a d'autres tentations, même le terrorisme. Tout ça fait partie de ce qui tente aujourd'hui les enfants. Maintenant, le tout, c'est de voir pourquoi l'adolescence est aussi fragile. C'est pas les parents qui ont démissionné. Il est très important de préciser ça. Les meilleurs parents du monde ne sont pas toujours bien équipés pour faire face à cette période absolument imprévisible, difficile, chargée, compliquée, sophistiquée qu'est l'adolescence. Donc, je parle des meilleurs parents que vous pouvez imaginer. Ils sont toujours un peu faibles dans cette période de l'adolescence. C'est par la miséricorde de Dieu vraiment qu'on peut aussi dépasser progressivement cette période, tellement elle est difficile. Mais tous les adolescents ne sont pas difficiles, ça aussi c'est vrai. Les adolescents ne sont pas pareils. On parle de l'adolescence, mais en réalité, c'est pas tous les enfants qui vivent les mêmes choses. Il y a quand même une partie qui est liée à la personnalité de l'enfant au cours de son développement. Donc ça veut dire qu'en réalité, si l'enfant se développe en étant tenté par beaucoup de choses, il y a de fortes chances que quand il arrive à l'adolescence, il puisse vouloir tenter, vous voyez, un certain nombre d'expériences. C'est juste la tentation, l'envie de découvrir. Donc à la base, c'est naturel. D'accord. C'est ça que je voudrais finir sur ce point sur l'adolescent. C'est quelque chose qui est naturel que de vouloir tester la drogue. Donc ça veut dire que la drogue est un objet parmi d'autres. Oui, c'est un danger parmi d'autres. Et c'est tentant. Tout ce qui est dangereux est tentant. Donc il y a, nous l'avons dit, la drogue, il y a le sexe, il y a le banditisme, il y a le terrorisme, il y a les bonnes choses aussi. Les bonnes amitiés, les bonnes relations, les études, l'art, la science, tout ça. C'est tout ça qui tente les adolescents. C'est ça la situation de l'adolescence. Ok. Donc, docteur, nous ici, nous avons parlé des causes qui peuvent tenter l'adolescent à se retourner vers la drogue. Tout à fait. Bon, des fois, on a même tendance aussi à voir des grandes personnes, des adultes, Tout à fait. qui peuvent même arriver à un stade de nuire à toute une famille, à un mariage, cause toujours la drogue. Ici, qu'est-ce qu'on peut dire, docteur? Ça peut être la cause de cette rupture de la famille, de ce divorce. Vous pensez que c'est la cause, c'est dû à quoi? Oui, c'est ça. Vous avez l'alcool, vous avez la drogue, vous avez d'autres substances, d'autres façons de gérer, de mal gérer les problèmes. C'est ça en fait. D'autres façons de mal gérer les problèmes. Certains se saoulent, d'autres se droguent, certains tombent complètement dans une hypersexualité. Tout ça fait partie des réponses. C'est une des mauvaises façons de répondre à la difficulté. D'accord. À côté, vous avez des personnes plus calmes, vous avez des personnes qui gèrent, vous avez des personnes qui vont rencontrer d'autres personnes qui ont les bonnes informations. Les bonnes discussions sont de bonnes solutions. Les bonnes rencontres, les bonnes relations sont aussi... Donc vous avez deux catégories de ressources pour trouver des solutions. Donc malheureusement, les personnes qui n'ont pas les bonnes ressources, qui ne sont pas forcément dans une bonne spiritualité, qui ne sont pas dans des bonnes relations, de bons cercles de relations, ils vont aller du coup dans l'autre cercle du coup de mauvaises relations, avec la prostitution, la drogue, l'hypersexualité, l'alcool et toutes ces substances-là, et avec des conséquences, vous l'avez dit, terribles sur la famille. Mais pour les causes, c'est une façon de ne pas voir la réalité en face. Donc les drogues permettent à ces personnes-là de ne pas faire face à la réalité. Donc ils se coupent de la réalité en plongeant, en se noyant dans les drogues. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'en réalité, on est toujours face à qui se drogue. C'est d'abord la question qui se drogue, et on voit que quand c'est des adultes, ils vont utiliser les drogues pour ne pas regarder la réalité en face. La réalité est insupportable. Le sentiment d'échec, le sentiment d'être rejeté, le sentiment de ne pas appartenir à une communauté, le sentiment de ne pas être important, ce sont des choses qui créent une réalité insupportable chez les adultes ou les préadultes, et du coup, il faut trouver
quelque chose qui vous permet de ne plus voir ça. D'accord. Oui, et la drogue est une des choses En pensant que ça va faire du bien. Alors, mais là, on est en train de se nuire et nuire à la société, aux alentours. Tout à fait. Alors, bon, c'est un problème social, comme vous avez dit, docteur. Je veux m'amuser. Mon objectif, c'est s'échapper de la réalité. Les usagers disent souvent qu'ils utilisent la drogue pour faire comme les autres, parce que ce serait un signe d'appartenance au groupe, ou encore pour oublier ou pour décompresser. La plupart du temps, c'est ce qu'ils disent. Soit c'est les jeunes, dans le cas des jeunes, quand ils sont assis en groupe, si par exemple il y a un jeune qui ne veut pas toucher à cette drogue, parce que la plupart du temps, comme on voit, il fume et il fait passer. Si on saute ce jeune qui ne veut pas, il se sent comme rejeté du groupe, ou bien de peur que lui-même, qu'on dise que bon, toi tu exagères, ou bien ça va rien te faire de prendre. Donc ça devient à peu près une fois, je veux pas, deux fois, je veux pas, et peut-être à la troisième fois, je commence à céder un peu. Voilà, donc je pense que c'est ça aussi qui joue sur le mental des jeunes. Maintenant, comme on dit, les amis, quand tu as des amis toxiques, éloigne-toi de tes amis qui sont toxiques, vas-y chercher les amis qui te feront du bien. Parce qu'un ami qui te veut du bien ne va jamais te dire prends ça, du moment que lui-même il sait que ça lui fait du mal. Donc bien au contraire, petit à petit, on entre dans d'autres problèmes, comme le problème de l'anxiété, l'enfant qui commence à toucher, des problèmes relationnels, le traumatisme, le mal, et être encore et encore s'installe, l'état de la personne se dégrade, étant même à s'aggraver. Alors, professeur, quelles qu'en soient les raisons, les modes de consommation ou la quantité de consommation, l'usage de la drogue n'est absolument pas sans risque. C'est-à-dire, aujourd'hui, docteur, si on lui dit, vas-y, prends un peu. L'enfant, lui, pour lui, bon, je prends un peu, mais la prochaine fois, peut-être je ne vais plus prendre. Mais ça, c'est sûr que ça ne sera pas vrai. Exact. Maintenant, l'enfant ici, l'adolescent plutôt, on peut parler plus de l'adolescent. L'adolescent, quels sont comment on va dire, son rôle ici? Parmi tous ces jeunes, autant que lui, il est assis, qu'est-ce qu'il doit, quelle est sa réaction à lui-même déjà vis-à-vis de ses amis qui le font, qu'eux-mêmes déjà sont dans le mal? Oui, c'est une excellente question parce que l'aspect social, l'aspect groupal, donc l'aspect du groupe, tient une place très très importante. Et aussi le fait que tout commence par un peu. Tout dans la vie commence par un peu. Vous voyez, tout commence par un peu. Même l'appétit pour découvrir les aliments, ça commence par un peu. Donc l'appétit pour découvrir les drogues commence aussi par un peu. Tout commence par un peu. Donc vous voyez, mais toutes les relations commencent par un peu. Et c'est là que nous avons besoin, et on reviendra certainement dessus dans les solutions, comment est-ce que nous renforçons la personnalité de nos enfants? Parce que vous l'avez dit, puisque il y a le phénomène du groupe pour lui dire, si tu prends, tu fais partie de nous, si tu ne prends pas, tu t'exclus ou on t'exclut. Mais d'office, tu ne feras pas partie de nous. Quels sont les équipements psychologiques qu'il faut donner à nos enfants? Quel est le type de relation? Quelles sont les discussions? Quels sont les dialogues intrafamiliaux? Vous voyez la qualité du dialogue. Comment est-ce qu'on anime, on crée la joie de vivre ensemble dans la famille? Ça ne garantit pas tout. Mais comment est-ce qu'on donne plus de chance à nos enfants pour qu'ils ne tombent pas dedans, ou bien s'ils tombent dedans, qu'ils puissent ne pas sombrer? Parce que la tentation, elle est là. Donc, vous pouvez vous-même faire beaucoup de choses pour vos enfants, mais ça ne garantit pas. Il n'y a pas de garantie. Donc, c'est pour dire aux familles déjà de ne pas tomber dans l'angoisse de dire coûte que coûte, mon enfant ne tombera pas dedans. Il n'y a pas de garantie. C'est sûr. Il n'y a pas de garantie. Moi, je dis toujours, alayhi salam, le prophète Nuh est un magnifique exemple. C'est un des plus grands prophètes de l'humanité. Il a éduqué son enfant, il lui a donné une très bonne éducation, sans aucun doute possible. Et son enfant n'est pas entré dans l'arche. Cet exemple-là, quand le Coran nous le donne, c'est pour nous les parents. C'est pour qu'à chaque période de l'histoire de l'humanité, on se rappelle qu'il n'y a pas de garantie. On fait ce que l'on peut.
Vous voyez. Donc, pour dire, ne tombons pas dans l'angoisse. Maintenant, il s'agit de maximiser les bonnes discussions, maximiser les bons dialogues familiaux, maximiser les bonnes relations familiales. On va revenir dessus pour que mon enfant se rappelle que il est important pour quelqu'un. C'est ça. Ok, on lui dit non, prends, et hop, le cerveau enregistre l'information. Je suis important pour quelqu'un. Il faut que cette information soit beaucoup plus importante, beaucoup plus dense que l'information je ne suis pas important. Si je ne suis pas important pour les parents, pour la famille, et que je suis plus important pour le groupe, je serai plus tenté par le groupe. Donc, on est dans des choses un peu logiques. Déjà, quand les parents font tout, il n'y a pas de garantie. Mais si les parents ne font rien, alors là, le risque est très, très important. Donc, voilà pourquoi tout part des parents. Les parents sont le début. Les parents sont la solution. Les parents sont la solution et nos différents États doivent investir pour que les parents se sentent en sécurité, pour que les parents aient confiance en eux. Vous voyez, ça c'est super important. Même le Coran le dit, c'est Dieu qui vous a mis dans vos cœurs la sérénité pour que votre foi augmente. C'est-à-dire même la foi ne peut pas augmenter s'il n'y a pas la sérénité. Liyazdadu imanan ma imanikum. Donc votre foi même ne peut pas augmenter s'il n'y a pas de sérénité. Donc il faut que nous investissions, que les parents soient super importants pour nous, que nous consacrions du temps à parler aux parents, que les parents se sentent eux-mêmes en sécurité. Beaucoup de parents se sentent en insécurité. C'est vrai. N'est-ce pas? Donc, si les parents se sentent en insécurité, ils transmettent l'insécurité à leurs enfants. D'accord. Si l'enfant ne se sent pas en sécurité avec le parent, il se sentira toujours en sécurité avec ses camarades. Avec autrui. Et c'est ça le vrai danger sur le plan social. La société aujourd'hui, malheureusement, n'offre pas ce qu'elle offrait avant. Un cadre éducatif, vous voyez, avec des valeurs. Aujourd'hui, c'est un cadre avec des contre-valeurs. Les drogues, l'alcool, oui, vous voyez, la dépravation, vous voyez, des mœurs, tout ce qui détruit la personne est présente dans la société. En grande quantité. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que nos enfants aillent. Nos enfants doivent aller dans ça. Pourquoi? Excusez-moi d'être long comme ça, mais c'est un point très très important. Parce qu'on ne peut pas éviter ça. Quand le Pharaon était en train de chercher Moussa, il l'a cherché, il a tué beaucoup de garçons. Il n'a pas trouvé Moussa. Et Dieu, pour lui montrer, Pharaon, tu ne sais rien du tout, il a dit à la maman de Moussa, laisse-moi, je vais lui montrer, il ne sait rien, je vais lui confier l'enfant. Et il a dit à la maman de Moussa, fais-moi confiance, mets le bébé dans le berceau, mets le berceau dans la rivière, et je vais lui donner à son ennemi. Un ennemi à moi et à lui va le récupérer, et je vais montrer à l'humanité entière qu'il ne peut rien faire sans ma décision. Vous voyez. Donc, je suis en train de dire, il ne faut pas que nous ayons peur de la société. Mais nous devons équiper nos enfants. Parce que Dieu a dit à Moïse dans cette sourate, Taha, il lui a dit, tu as grandi sous ma bienveillance. Je t'ai regardé avec affection. J'étais partout présente. Tu étais dans mon cœur, j'étais dans ton cœur. Et j'étais confié à d'autres ennemis qui voulaient te détruire et n'a rien pu faire. Vous voyez. Donc, c'est très important. Comment nous équipons le cœur de nos enfants, comment nous touchons le cœur de nos enfants pour les amener chez Pharaon, dans la société, pour qu'ils trouvent leur place. En fait, nous, les parents, on a beau des fois dire que... Pardon. Professeur, vous m'avez mis les larmes aux yeux avec votre... avec le prophète et... Oui, ça. Bref, docteur, donc ce que je disais, des fois, on a tendance, nous parents, on a tendance à dire j'ai confiance en mon fils. C'est sûr que mon fils ne va pas faire ça. Ou bien on pense qu'on est en train de discuter avec nos enfants dans un sujet précis. Mais comme c'est ce genre de sujet tabou, si on peut dire ce terme, on a des fois un recul. C'est-à-dire que non, je ne vais pas discuter de ça avec mon enfant parce que je suis sûre ou bien certaine que moi, mon fils, il ne peut pas faire ça. Or, aujourd'hui,
on ne peut pas dire que je suis certaine. Parce que là, partout dans la société, on trouve. On trouve dans les soirées, on peut même à l'école, dans un supermarché, on peut être en train de marcher dans des supermarchés, quelqu'un peut venir vous dire vous pouvez prendre ça sans s'en rendre compte. Dans la rue, dans n'importe quel, même au téléphone, sur les réseaux sociaux, comme on voit sur les réseaux sociaux, une simple discussion peut venir faire l'enfant, il devient admin à ce truc. Maintenant, nous, docteurs, on devient les parents, quand on tombe dans ce problème, on se sent faible. Mais là, maintenant, on ne sait plus comment faire avec cet enfant. Vous pensez, docteur, que normalement, ce sujet devait être ouvert avec l'enfant? Quel âge à peu près? Ou bien il n'y a pas d'âge à ouvrir à ce sujet? Ou bien il faut le laisser une fois qu'il grandit et que, comme on dit, il claque la porte en sortant. Genre, je suis dans la société, je sais ce que je suis en train de faire. Ou bien arrête de parler, c'est bon, ce sujet je connais. Et sans s'en rendre compte, il se creuse lui-même son propre trou. Après, c'est nous-mêmes qui se tirons les... Voilà. Qui souffrons, avec lui le voir souffrir, qui souffre et qui nous fait souffrir. Donc vous, docteur, vous pensez qu'il n'y a pas d'âge à ouvrir ce sujet dans la famille, ou bien vous pensez qu'il y a un âge, et ce sujet, il faut vous trouver une obligation, ou bien un devoir, si on peut dire, un devoir à tout parent, d'ouvrir ce genre de sujet, bien que même l'école a un rôle vis-à-vis de ce sujet-là. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Vous avez bien posé la question, parce que il n'y a pas d'âge. Il n'y a véritablement pas d'âge. Il y a des façons de faire à travers les âges. Oui, il y a des façons de faire à travers les âges. Je donne un exemple. J'ai trouvé dans beaucoup de dara, ce qu'on appelle les dara ici, certaines écoles coraniques un peu, où ils affichent une des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit An-nazafat min al-iman, la propreté fait partie de la foi. Malheureusement, je vois que le dara est sale. Et j'ai dit à l'imam, s'il te plaît, enlève l'écriture, enlève le hadith que tu as mis, nettoie d'abord le dara, après tu affiches. Parce qu'il faut que si tu dis ça, c'est le prophète qui l'a dit, et que toi tu représentes le prophète, on doit voir que ton dara est propre. À travers les âges, on doit voir comment la pensée de l'enfant évolue. Un enfant à bas âge, on lui apprend pas les théories, n'est-ce pas? On lui apprend la pratique. Quand vous dites à l'enfant, il faut être gentil, comment on est gentil, c'est ça qu'on lui montre. C'est le comment on est gentil. Offrir des bonbons aux passants, le jour de l'Aïd. Oui, le jour de l'Aïd, pourquoi ne pas se mettre devant la porte et distribuer des bonbons le jour de la naissance du prophète Mohammed. Célébrer ça en offrant beaucoup de choses aux gens qui passent. La générosité. Oui, et ça, c'est pas des théories. C'est de la pratique. Ok, comment est-ce qu'on enseigne les interdits? Parce que ça, c'est ce qui est permis. Maintenant, comment on enseigne ce qui est interdit? On a vu que si le parent a peur, il va être tenté de tout enseigner, sans savoir ce que l'enfant peut apprendre à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans. À 1 an, il y a des choses qu'on peut apprendre. Il y a des interdits qu'on peut apprendre. On peut apprendre que les couteaux, c'est pas bon. Ce qui est, le feu, ça brûle. C'est des interdits, n'est-ce pas? Et il y a une façon d'enseigner ça. À 2 ans, l'enfant a déjà beaucoup plus de vocabulaire dans sa tête. Il peut se représenter plus de choses. On peut mettre un peu plus. À 3 ans, on peut doser. Donc, ce qui est important, c'est comment on arrive à l'enseignement de la drogue. Mais donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rater les premières interactions. Les bases. Si on rate les bases, c'est compliqué. 1. 2, il ne faut pas avoir peur quand on éduque son enfant. On n'éduque pas nos enfants avec nos peurs. Nous devons éduquer nos enfants avec notre confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Mais on a confiance. Vous voyez, on a confiance. Pourquoi on a confiance? Parce que quand vous mettez une graine dans le sable, vous ne savez pas ce qui arrive, mais vous arrosez. Vous arrosez, vous avez confiance. Beaucoup de choses peuvent arriver à la graine, mais vous avez confiance dans la vie. Et là, nous avons besoin que les parents fassent confiance à la vie. Ils continuent à arroser les enfants avec les bonnes paroles. Une bonne parole, c'est déjà une sadaqat, n'est-ce pas? Une bonne parole. Donnons les bonnes paroles à nos enfants et tissons le lien avec nos enfants et faisons en sorte qu'il n'y ait pas de tabou. Ce sont les tabous qui créent les non-dits.
Et les non-dits créent les tentations. Les tentations font sortir de la maison. Sortir de la maison expose aux autres groupes. Vous voyez. Donc, s'il n'y a pas de tabou, ça veut pas dire que j'ai dit, j'ai pas de garantie. Mais au moins, je diminue le risque. Mais il n'y a pas de garantie. Ce que Nour, alayhi salam, n'a pas eu, il faut pas que moi, Ibrahim, je pense que je vais l'avoir. Il n'y a pas de garantie. Mais je peux réduire les risques. Vous voyez. Donc, si le parent éduque sans des craintes, sans des peurs, et n'est pas pressé d'éduquer son enfant sur toutes les valeurs, vous voyez, c'est ça le vrai problème. Je veux que mon enfant sache tout, et qu'il sache tout par moi. Comme si moi, je sais tout, et que je suis permanent. Alors que je ne suis pas tout, et je suis éphémère. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais être humble, je vais être calme, je vais être dans la sérénité, je vais lui enseigner une seule chose qui sera bien. Si c'est bien appris, j'ai fait ce que je devais faire. Une seule chose, je vais le lui enseigner. Si vous enseignez deux choses, vous augmentez le risque que vous enseignez mal. C'est ça la vérité. Si vous enseignez trois choses, le risque est beaucoup plus important de se tromper. Si vous enseignez 4 choses, vous allez faire des erreurs à tous les coups. À 5 choses, vous allez commencer à enseigner des choses que vous n'allez pas pratiquer. À 6 choses, on n'apprend plus rien. Plus vous augmentez les choses à apprendre, moins l'enfant apprend. Moins il apprend de vous, plus il a besoin d'apprendre du dehors. Et c'est les parents eux-mêmes qui exposent les enfants. Et vous voyez, ma sœur, c'est là que c'est tragique. Parce que ça part de la bonne intention du parent de donner une bonne éducation à son enfant. Mais ça veut dire que nous devons redéfinir c'est quoi une bonne éducation. C'est vrai. Une bonne éducation, c'est pas beaucoup de choses. Une bonne éducation, c'est quand on fait confiance en Dieu, on fait confiance en son enfant et on lui enseigne ce que nous-mêmes nous faisons. Oui, nous ne lui enseignons pas ce que nous ne faisons pas, même si c'est une bonne chose. Parce que si tu lui enseignes ce que tu ne fais pas, il va voir que tu fais le contraire et tu vas détruire ce que tu voulais enseigner. Parce que chaque fois que l'enfant voit un comportement contraire, ça détruit l'enseignement qu'on lui a fait donner. Oui. Merci, professeur. Donc là maintenant, docteur, vous nous allez donner un conseil au cas où on n'est pas encore arrivé à un stade où notre enfant est dedans. Oui. Ça, c'est avant. Tout à fait. Maintenant, aujourd'hui, Yeah. si j'ai un enfant Yeah. qui est déjà entré dans ce problème-là, quel est le rôle des parents vis-à-vis de cet adolescent-là? Yeah. C'est-à-dire aujourd'hui, quel est le rôle que les parents doivent prendre, ou bien quel est l'entretien, si on peut appeler l'entretien, ou bien comment tendre la main à cet enfant pour qu'il puisse s'en sortir de ce fléau-là. Oui, c'est important. On revient toujours au caractère du parent, aux qualités du parent, aux compétences du parent. Certains vont paniquer, et c'est normal. Oui. La panique, ils sont déçus, ils ont peur, le regard de la société, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, je suis un mauvais parent. Rappelez-vous toujours Noah alayhi salam, c'est un excellent parent, c'est un des meilleurs parents du monde et son enfant n'est pas entré dans l'âge. Donc, c'est pas parce que mon enfant a fait ça que je suis mauvais, non. Parce que on n'est jamais seul à éduquer son enfant. La société participe à l'éducation de nos enfants, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas mauvais parent parce que mon enfant a touché à la drogue et mon enfant n'est pas mauvais parce qu'il a touché à la drogue. C'est deux choses différentes. C'est un âge de tentation. Vous voyez? Et peut-être même des fois, c'est mieux qu'il touche à la drogue qu'il touche à autre chose. Certaines délinquances criminelles. La drogue à côté, c'est beaucoup plus doux. Vous voyez? Donc, je veux que le parent, il relativise ce qui arrive et qu'il se dise, c'est une épreuve de la vie. C'est une épreuve. Et pourquoi est-ce que Dieu ne va pas nous éprouver? C'est une épreuve de la vie en tant que parent. Si on est croyant, on prend ça comme une épreuve de la vie. On est beaucoup plus spirituel. On n'est pas pressé. On prie Dieu de nous donner des solutions, bien entendu. Mais dans la relation avec l'enfant, il faut que mon enfant sente que je suis calme. Pourquoi? C'est dans le calme, dans le cœur du parent. Imaginez le cœur du parent comme un océan. Et l'enfant est en train de traverser un océan. C'est dans le cœur du parent que l'enfant va trouver une solution.
Plus le parent est calme, plus son voyage vers la solution sera facile. Plus le parent est agité, plus il a peur, plus l'enfant va cogner ici, il va cogner là, il va pas trouver de solution. Et le parent est la meilleure solution pour son enfant. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas le médecin, c'est pas moi-même le psychologue, ce n'est pas nous les spécialistes. C'est les parents qui sont la solution de leur enfant. Vous voyez, s'ils ont la bonne information. Voilà pourquoi ces plateformes sur la lumière islamique sont des plateformes super importantes puisque nous donnons les informations, nous avons confiance dans le parent. Et il faut que les parents viennent écouter aussi ce que nous sommes en train de leur dire. C'est les parents qui sont la solution au bien-être de leur enfant. L'État vient après. Si le parent échoue, l'État aura du mal à réussir. Si le parent réussit, ce sera facile pour l'État. Vous voyez, donc c'est très très important que moi en tant que parent, je sois calme. J'ai mal parce que mon enfant est en train de vivre des choses dont je ne suis pas fier. Je vois une partie de moi qui est en train de se faire du mal. Oui, n'est-ce pas? Parce que nos enfants, nous les voyons comme une partie de nous, surtout les mamans. Mais malgré tout, il faut la sérénité, il faut que moi je fasse confiance à la vie parce que la graine que vous avez mise dans le sable, elle vit, elle subit beaucoup de choses avant de sortir. Et même quand elle sort, les animaux peuvent venir l'attaquer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui attaquent et malgré tout, Dieu est bienveillant et regarde. Beaucoup de choses arrivent à la plante, mais elle continue à se développer. Quand elle donne des fleurs à l'adolescence, vous voyez, il y a toujours des prédateurs pour venir bouffer la fleur. Certaines fleurs tombent, d'autres continuent. Certaines fleurs vont finir par donner des fruits. Même parmi les fruits, certains vont être attaqués. Ils vont être attaqués par des puces, certains fruits tombent, d'autres pourrissent, mais certains vont servir à l'humanité. C'est un combat permanent. Il ne faut jamais se décourager. Jamais, jamais. C'est des phases difficiles parce que l'enfant va naviguer dans le cœur du parent. Mais il faut que nous disions aux parents qui nous écoutent, c'est vous la solution. C'est dans votre cœur que l'enfant va faire face à ces difficultés. C'est dans votre générosité, dans votre rêve, dans votre calme, dans votre espoir que l'enfant va trouver la lumière parce que c'est une nuit. C'est une nuit bien sombre dans laquelle l'enfant se trouve quand il est sous l'effet de la drogue. Une nuit bien longue. C'est très long, même si c'est un seul jour. C'est très long. Mais ce qui va servir de lumière dans cette nuit, c'est le calme du parent. Le calme du parent, l'espoir du parent, ça agit comme une torche pour dire à l'enfant, oui, pose le pied ici. Voici la porte de sortie. Parce que l'enfant ne veut pas rester dans la drogue. L'enfant veut sortir de la drogue. Mais parfois, la réaction du parent participe à le maintenir dans la drogue. Alors que le parent, il veut que l'enfant sorte. Mais il n'a pas forcément la bonne approche. La bonne approche, c'est le calme du parent, la sérénité du parent, sa patience, son espoir. Le fait qu'il est confiant qu'une solution est possible. Que mon enfant va sûrement s'en sortir. Qu'il peut s'en sortir. Quand il doit se mettre en tête que je suis sûr que mon fils va s'en sortir. Ce truc, il faut qu'il lui transmette ça. Il faut qu'il lui passe ça. Voilà, que tu sortiras de ce fléau-là. J'en suis conscient, j'en suis sûr, pour que lui, aujourd'hui, il peut sortir de là. Oui. Parce que regardez la tomate, la plante de tomate, vous voyez, si vous venez, dès qu'il y a un fruit qui est attaqué, vous coupez la tomate, vous n'aurez jamais rien. C'est vrai. Parce que dans la plante de tomate, il y a toujours des tomates qui sont attaquées. Mais il y a toujours beaucoup de tomates qui vont sortir et que vous pouvez utiliser, que l'humanité va utiliser. C'est comme ça avec nos enfants. Exactement. Bon, là maintenant, docteur, on va parler un peu côté biologique. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait qu'une personne qui prend de la drogue, un peu, moyen, beaucoup, on sait bien toutes les drogues aujourd'hui qu'on peut. Il y a la drogue en poudre, il y a les injections, il y a plein d'autres encore que l'enfant peut s'impliquer à l'intérieur. Vous trouvez, docteur, que celui qui prend un peu, ou bien celui qui prend beaucoup, c'est le même degré de danger. Et côté biologique, c'est-à-dire dans son corps, aujourd'hui, comment ce corps
ou bien on peut rappeler quels sont les symptômes que cet enfant peut sentir et comment il va essayer à s'en sortir. Si on peut appeler les solutions de cet adolescent, comment sortir de ce fléau-là. Très bien. Vous voyez, il faut voir que dans le corps humain, donc dans le cerveau, parce que vous avez parlé du système nerveux à votre introduction, on a ce qu'on appelle les synapses. Les synapses, n'est-ce pas, les neurones vont se toucher à des endroits, vont se connecter à des endroits qu'on appelle les synapses. Et dans les synapses, il y a des récepteurs. Alors, quand je dis récepteurs, ça veut dire que ça va recevoir, n'est-ce pas? Ok, donc les récepteurs vont recevoir des substances que le corps va générer naturellement à travers ce que l'on mange. Et ça, ce sont ces substances comme la dopamine qui sont nécessaires à notre motricité, à notre mouvement. La sérotonine que le corps crée également est nécessaire pour notre bonne humeur, ainsi de suite, ainsi de suite. On les appelle les neuromédiateurs. Maintenant, quand on utilise une drogue, là où, si je considère ces deux blocs de Lego comme étant deux neurones qui doivent se connecter pour que je puisse parler, par exemple. Okay. La drogue va venir se permettre à ces deux neurones-là de se connecter. Sauf que si c'était une substance normale, elle permet aux deux neurones de se connecter et à un moment donné, elle va disparaître. Vous voyez? Parce que la vie, c'est une respiration. Il y a des enzymes qui vont venir bouffer cette substance-là et le corps respire. Quand c'est une drogue qui vient, elle va se poser là, exactement. Elle va se fixer sur le récepteur et exciter les neurones en permanence. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un comportement biologique normal. C'est pour ça, quand vous regardez nos adolescents ou les personnes en général qui prennent des drogues, ils sont super actifs parce que il y a quelque chose qui excite en permanence les neurones, alors que normalement, vous voyez, cette substance-là devait disparaître. Sauf que là, c'est une substance extérieure et c'est une drogue. Elle se fixe sur la synapse, vous voyez, et elle excite beaucoup le cerveau. Et à un moment donné, quand elle aura fini d'exciter et vider un peu les synapses, ce qui va se passer, c'est que la personne va dormir pendant longtemps pour récupérer. Parce qu'elle a vidé toutes les substances qu'elle devait avoir naturellement, ok, qui devaient venir toute une journée, elle l'a vidé dans 1 heure de temps, par exemple. Vous voyez. Donc, avec les conséquences terribles. Pourquoi? C'est énormément d'énergie en même temps. Et l'adolescent n'est pas préparé à gérer autant d'énergie. Parce que c'est pas naturel. Vous voyez, il n'a pas de recul. Et comme on dit chez nous, tout ce qui te surprend peut te terrasser. Donc, il fait face à un océan d'énergie qu'il ne peut pas contrôler. C'est là que les conséquences sont graves dans l'hyperactivité, dans l'agressivité. Vous voyez, agressivité dans la relation avec les parents, agressivité sexuelle également, donc ça veut dire possiblement viol, ça va jusque là, vous voyez, les conséquences sont très graves à partir du moment où l'enfant ne peut plus contrôler ses émotions, mais surtout son énergie, son débordement d'énergie. Ça, c'est comment ça détruit son corps, comment ça détruit potentiellement son environnement. Mais regardez comment ça va détruire la société. Donc cet enfant-là qui devait aller à l'école, apprendre à l'école, apprendre des choses utiles pour transmettre dans les autres générations, cet enfant-là aura beaucoup de mal à aller à l'école. Parce qu'il va vivre la nuit et dormir le jour. Vous voyez pourquoi? Pendant la journée, vous voyez, il a besoin de récupérer puisque généralement, quand ils prennent ces substances-là, même en journée, ils sont super actifs toute la nuit. Et peut-être même souvent c'est la nuit que c'est plus facile de consommer, n'est-ce pas? Donc ils sont hyper actifs la nuit jusqu'à 5h, 6h du matin et ils se quittent et ils vont aller dormir. Ils vont dormir jusqu'à 16h, 17h, 18h. Ils basculent, ils ne sont plus membres de la société, ils se sont exclus eux-mêmes de la société rien que dans la phase de sommeil. Le fait qu'ils ne dorment que la journée et qu'ils bougent la nuit, alors que la société dort la nuit et travaille la journée. Vous voyez, ok, si vous avez un seul enfant qui fait ça, la société peut absorber. Si vous avez des centaines de milliers d'enfants qui font ça, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de sécurité nationale.
Parce que beaucoup de délinquants qu'on voit dans nos capitales ou dans notre pays, beaucoup parmi eux sont exposés aux drogues. C'est ça la vérité. Beaucoup prennent des substances illicites pour se mettre dans certains états psychologiques, je veux dire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a besoin que nos États prennent cette chose-là très au sérieux et appuient les familles, vous voyez, pour que les parents, et on viendra certainement dans cette partie-là, les solutions pour garder les enfants à la maison, qu'on identifie les personnes qui mettent les drogues à la disposition des enfants. S'il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de risque. Il y aura d'autres risques, mais il n'y aura pas ces risques-là qui sont liés aux drogues. Donc, tant que les dealers sont dans la société en parfaite impunité, ce sont nos enfants, alors que vous et moi, nous donnons la meilleure éducation à nos enfants. Mais ça veut dire que tous les efforts que nous faisons pour éduquer nos enfants sont anéantis par des individus qui circulent librement et en parfaite impunité dans notre société. Ok, docteur. Donc, maintenant, avec notre détour, maintenant, docteur, la solution, on l'attend. On veut savoir aujourd'hui quelle est la solution ou bien quelles sont les solutions à faire aujourd'hui vis-à-vis de ce fléau-là avec nos enfants. Oui. Et la première solution, toutes les solutions vont revenir aux parents, mais la première d'abord, c'est le conseil que nous donnons aux parents. Nous disons aux parents, ne parlez pas avec votre enfant qui est dans la drogue comme si, vous voyez, sa vie est finie. Vous voyez, si on parle avec nos enfants comme si c'est terminé, si c'est terminé, il n'y a plus besoin de parler. Parce que l'enfant est logique. Souvent, les parents ne sont pas logiques dans leur discours, mais c'est parce qu'ils ont mal. Mais l'enfant, lui, est logique. Et si le parent parvient à convaincre son enfant que c'est fini pour toi, alors ce sera fini pour l'enfant. Mais ce ne sera pas fini que pour l'enfant, ce sera fini... Même pour les parents. Ce sera fini pour le parent. Parce qu'un parent qui va voir son enfant finir, ben, il va finir avec lui. Il va finir avec lui. Et je voudrais rappeler ce que Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu, il a dit, ta langue est comme un lion. Si tu la sors, elle te dévore. Si tu la gardes, elle te sauvegarde. Ta langue est comme un lion. Si tu la sors, elle te dévore. Si tu la gardes, elle te sauvegarde. C'est-à-dire que nous devons faire très attention à ce que nous allons dire. Même si nous avons mal, même si, vous voyez, mais c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la parole du parent crée le futur. C'est ça la vérité. La parole du parent crée le futur. Ça veut dire que si je dis à mon enfant, tu vas y arriver, il va s'accrocher à cette parole. Parce qu'il a besoin de s'accrocher à quelque chose vu qu'il est en train de tomber. Il chute, n'est-ce pas? Il faut qu'il s'accroche à quelque chose et il va s'accrocher au regard du parent. Il va s'accrocher au cœur du parent. Il va s'accrocher à la parole du parent. Vous voyez? Donc la parole du parent peut créer le futur, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première solution. C'est les parents, il faut que vous ayez la sérénité, sakina. La sérénité. Pourquoi? Vu que les épreuves ne manqueront jamais dans la vie. La drogue est une épreuve. L'enfant passe par la drogue, mais son passage par la drogue est une épreuve pour le parent. C'est-à-dire que l'enfant, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous donnez confiance à votre enfant, je pense que cet enfant aujourd'hui, il sait que c'est cette personne-là que je peux faire vraiment confiance. Aujourd'hui, si elle lui dit, tu vas y arriver, oui, il a confiance que j'y arriverai. Oui, mais si quelqu'un d'autre vient lui dire, tu vas y arriver, oui, peut-être il peut dire, c'est possible qu'il a raison, oui, mais c'est possible qu'il a tort. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Moi, j'aimerais juste raconter une petite anecdote. Quand je devais partir faire mes études en France, c'était le 30 septembre 1998. Ma mère m'a appelé au téléphone pour me dire, au Sénégal, tu fais partie des meilleurs élèves. Quand tu pars en France, tu dois faire partie des meilleurs. S'il y a 10 qui passent, tu dois être dedans. S'il y a 3 qui passent, tu dois être dedans. S'il y a un seul qui passe, ça doit être toi. Nous sommes arrivés en 2008, nous étions 3. L'une a été sortie de l'université, il y en a un qui a passé sa thèse, et moi j'ai été le seul qui a eu toutes les félicitations de l'université. Et c'était le 30 septembre 2008.
C'est-à-dire pile 10 ans, jour pour jour, après ce que ma mère m'a dit. La parole des parents crée le futur. Vous voyez, et le prophète l'a dit, une bonne parole, vous voyez, c'est tout ça d'abord. Donc plutôt que de dire à nos enfants, votre futur est fini, nous devons leur dire un futur extraordinaire vous attend. Vous voyez, c'est ce que Dieu a dit à la maman de Moussa, ok? Un futur extraordinaire nous attend. C'est ça que je vais donner à l'humanité comme image. Personne ne peut détruire ce que je suis en train d'aligner. Donc nous ne devons pas avoir peur. Nous, dans la communauté des croyants, nous devons éduquer nos enfants dans le monde difficile d'aujourd'hui, mais pas avec la peur. Nous devons les éduquer avec la confiance. Nous savons que le monde est difficile, nous savons qu'il y a des risques, il y a des contre-valeurs, nous savons que nous avons de vrais adversaires, pour ne pas dire des ennemis. Mais nous allons éduquer nos enfants avec amour. Nous allons les éduquer avec la confiance. Nous allons les éduquer avec l'image d'un monde magnifique, parce que Dieu n'a pas créé un monde mauvais. Il a créé un monde magnifique. Et c'est ce monde-là que nous devons aider nos enfants à regarder, non pas le monde que les gens veulent nous vendre avec la peur. Sûr. Donc ça, c'est la première solution avec les parents. Ensuite, il faut que moi, en tant que parent, j'accueille les amis de mes enfants. Ça, c'est super important. Si je ne sais pas qui mon enfant fréquente, je ne saurai pas ce qu'on donne à mon enfant. Donc, il faut que nous créions la communauté des parents. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous vivions seuls. Oui. La vie ici à Dakar nous impose de vivre en appartement. Mais les appartements, c'est des bâtiments. La vie, c'est pas des bâtiments. La vie, c'est les relations. Oui, c'est pas parce que nous sommes dans les bâtiments que nous ne pouvons pas être ensemble. Il faut que nous parvenions à accueillir les amis de nos enfants. D'une manière ou d'une autre. À la plage, dans un match de foot, il faut que nous nous organisions en communauté de bien-être. Créer des communautés de bien-être, des communautés où les enfants se sentent aimés, ils se sentent respectés, avec des règles que personne n'humilie personne. Parce que Dieu n'a pas humilié l'être humain. Que personne n'humilie personne. Puisque Shaitan a été viré du paradis parce qu'il a refusé de magnifier la dignité de Adam. Que personne ne touche à la dignité de personne. Donc, ces cercles de bien-être, nous devons les garantir à tous ceux qui sont dans le cercle que leur dignité sera respectée. Si nous créons ça entre parents, il y aura des safe spaces, des espaces de sécurité. Et nos enfants ne quitteront pas nos espaces de sécurité pour aller dans des espaces d'insécurité. Il y a peu de chance. Donc ça, c'est ce que nous devons faire maintenant. Je dépasse le cadre du parent pour aller vers la communauté des parents. Si ça manque, on sera vulnérable. Les loups sont partout. Oui, bien sûr. Les loups sont partout et un seul parent n'a pas la possibilité d'échapper. Nous sommes tous vulnérables si nous ne sommes pas ensemble. Merci, professeur. Je vais essayer de conclure. Vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être, si vous permettez, pour finir, j'aimerais recommander aux parents, dans des moments où on est en train de donner des bonnes informations, et sur la plateforme Lumière Islamique, énormément d'émissions ont été données sur la plateforme. Par centaines, aujourd'hui, on peut compter le nombre d'émissions qui sont données sur la plateforme. C'est à eux d'aller sur la plateforme, prendre les informations, partager les informations et créer la communauté des parents dont nous sommes en train de parler. La plateforme est très riche. On aborde tous les thèmes possibles pour équiper les parents. Maintenant, c'est à eux, je pense, de partager. En partageant, on crée déjà la communauté. Il faut partager jusqu'à ce que, Inch'Allah, on puisse se rencontrer, peut-être physiquement, mais au moins, la plateforme existe pour que partout dans le monde, les parents aient des bonnes informations. Moi, c'est l'appel que je voulais lancer aux parents et leur dire, éduquons nos enfants sans nous exclure du monde. Le monde est à tout le monde, vous voyez. Et nous, notre religion, c'est une religion d'amour et de confiance, par opposition à la haine et à la peur. Nous donnons l'amour, nous donnons la confiance, nous disons non à la haine, nous disons non à la peur. Bien sûr. En parenthèse aussi, professeur Giraud, il a une autre émission, vous avez déjà parlé sur la drogue une fois sur Lumière Islamique,
Et elle se trouve bien sûr sur les réseaux, sur la page de Lumière Islamique, sur la plateforme. Alors mobilisons-nous, aidons-nous, aidons nos enfants. Nous sommes aujourd'hui tous concernés. Personne n'est à l'abri. À l'heure actuelle, l'usage des drogues est une réalité incontournable dont aucun plan d'action ne viendra totalement à bout. Dans les faits, il y a toujours des personnes qui franchissent le pas pour essayer, expérimenter, user, voire abuser des drogues illicites. Aujourd'hui, nous nous adressons à tout un chacun. Nous ne pouvons que dire « faisons attention à notre santé, à notre corps ». Ce corps, cet esprit qui nous est cher et que le bon Dieu nous a offert pour y prendre soin et non pour lui faire du mal ou le nuire. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, nous trouvons des personnes qui cherchent la vie rien que pour quelques minutes, du moment où d'autres cherchent à s'en débarrasser en se faisant du mal avec les drogues, l'alcool, etc. Nos chers enfants, faites attention, ou bien nos chers adolescents, faites attention à vous car aujourd'hui, vous êtes tous confrontés à ce fléau. La drogue se trouve partout. Il est nécessaire, chers parents, de faire un travail de prévention incluant la participation cohérente de tous les acteurs de la vie communautaire. L'action des parents est prioritaire. L'éducation sur les drogues doit commencer à la maison. Tout le monde, ou plus, toute la famille est concernée. Chers jeunes, chers enfants, faites attention à vous. La drogue est dangereuse. La drogue modifie votre perception des événements, altère votre faculté de penser et change vos comportements. Éloignez-vous d'elle, la vie sera encore plus belle. Partout et pour tout, aidez pour vous aider, pour pouvoir vous aider ou pour vous donner quand vous avez besoin d'aide. Retournez-vous, rapprochez-vous vers les spécialistes de santé concernés, comme Monsieur le professeur Giroux ou d'autres spécialistes de la santé. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, professeur.